Bonjour à toutes et à tous. Donc moi, ça fait 6 mois que je suis DG ITM, effectivement. Auparavant, j'ai été quelques mois à la DIES. Certains connaissent peut-être maintenant la DIES, la délégation interministérielle à l'encadrement supérieur de l'État, qui est devenue, enfin, qui est en train de devenir en fait une fonction quand même importante, je pense, de notre de l'État, tout simplement parce qu'on est en train de passer avec cette délégation interministérielle à une véritable politique, je pense, du pilotage des compétences supérieures de l'État. Donc, au passage, je leur fais un peu de publicité et je les salue. Ils sont non loin d'ici, d'ailleurs, à Ségur. Alors, auparavant, j'étais directeur des affaires maritimes, effectivement, déjà à la DGITM. Et je vais vous en dire un mot, puisqu'en fait, j'ai quitté la DGITM avec la direction des affaires maritimes pour créer ce qui s'appelle aujourd'hui la Direction générale des affaires maritimes, des pêches et de l'aquaculture. Donc, on a fusionné les pêches et les marins et les bateaux, on va dire, et on a créé une direction générale qui s'appelle aujourd'hui la DG AMPA. Et donc, la DGITM a perdu la mer. En fait, avant, le dernier M de DGITM, Direction générale des infrastructures, des transports et de la mer, en fait, il a été substitué par mobilité. Et donc, ça reste toujours DGITM, mais il n'y a plus de mer, sauf les ports qui sont considérés comme étant à terre. Il fallait bien choisir, et il n'est pas faux que la fonction d'un port aujourd'hui est essentiellement une fonction d'aménageur et une fonction de pont avancé, quelque part, tête de pont d'un hinterland portuaire, et que c'est effectivement essentiellement des enjeux terrestres qui mobilisent les uns et les autres dans un port, mais j'y reviendrai. Auparavant, comme l'a dit Monsieur le Préfet, j'étais DGS de la région PACA. Ma présentation, je vais la faire en 3 axes. Et vous ne serez pas étonnés, je vais commencer par la transition écologique, parce que réellement, c'est ce qui marque, je pense, ce que nous faisons aujourd'hui au niveau des politiques de transport. Et les 2 axes, je dirais, sont un peu liés à ça, puisqu'il y a un axe d'économie et de réindustrialisation très lié à la transition écologique, et un autre axe qui est celui, ce que j'appellerais, de l'acceptabilité sociale et de la desserte des territoires, est aussi très lié à la transition écologique. Alors, au quotidien, en fait, ces 3 axes, je dirais, stratégiques, malheureusement, ne sont pas l'essentiel de mon activité, parce que, comme beaucoup de métiers du transport, en fait, on passe son temps en crise à gérer les impacts de la réforme des retraites, de la neige, du manque d'énergie, de la hausse des coûts du gaz ou du pétrole ou de l'électricité, la crise de fret SNCF, vous l'avez sans doute entendu parler, ou les polémiques sur les autoroutes ou des accidents, comme ça a été le cas la semaine dernière avec un décès sur notre réseau national. Et tout ça, je pense que vous connaissez très bien, vous qui êtes de là, et les préfets en sont les spécialistes de cette gestion de crise. Donc, je ne vais pas m'étendre. Alors, je vais commencer par la transition écologique. Vous voyez devant vous un document que vous connaissez sans doute pour beaucoup d'entre vous, mais je vais en tout cas quand même en faire un peu de publicité. C'est ce qui a été préparé par le SGPE, que vous connaissez peut-être, nouvelle entité qui a été donc créée il y a maintenant 9 mois, donc dirigée par Antoine Peillon auprès de la Première ministre, secrétaire générale pour la planification écologique. Et donc, cette approche de planification écologique qui peut paraître et est d'une certaine façon assez conceptuelle, à mon sens, c'est quand même un élément extrêmement important de notre action. Et donc, je vais un peu insister en quoi moi je le trouve important et en quoi nous avons tous depuis des mois beaucoup contribué à ces travaux, je dirais dans l'ombre. Et j'espère d'ailleurs que tout ça vous sera présenté avec beaucoup de détails maintenant. Ça commence à l'être depuis le CNTE, Conseil national de la transition écologique, de la semaine dernière. Et vous pouvez donc vous référer à ce qui a été présenté au CNTE pour en savoir un peu plus. Et je pense que dans les semaines qui viennent, vous en entendrez de plus en plus parler. Le rapport de Zaniferi, d'ailleurs, qui est sorti la semaine dernière, vous en parlez aussi d'une certaine façon. Qu'est-ce que ça veut dire, planification écologique? C'est qu'on essaye de changer de méthode. C'est-à-dire que jusqu'à présent, pendant on va dire 20 ou 30 ans, on a fait de l'écologie en se disant qu'on va se fixer des objectifs de plus en plus élevés et on va créer tout un ensemble de systèmes d'incitation. Là, la méthode est un peu autre, c'est de se dire, il y a un objectif que nous devons réussir et on
constitue, on élabore la feuille de route qui permettra de façon très méthodique d'y parvenir sans que, je dirais, aucun élément n'échappe à la rigueur de l'approche et qu'on ne puisse pas dire c'est toujours le voisin qui va faire les efforts, notamment de réduction des émissions de CO2. Donc, j'y reviendrai si vous avez des questions, mais dans les chantiers de la planification écologique, il y en a 4 qui concernent les transports sur les 22. Il y en a un qui concerne les transports de longue distance, un les transports de courte distance, un qui concerne les transports pour l'industrie, pour la consommation, et le troisième qui concerne les transports de marchandises, internationaux, et les transports internationaux. La transition écologique, alors, si vous pouviez me mettre la diapo suivante. Merci. Pardon. Voilà. Alors, quand on dit, quand le SGPE, en termes de planification écologique, parle de transition, en fait, ce n'est pas une crise qu'il entend, je dirais, prendre en charge, mais 5 crises. Et je m'arrêterai un instant là-dessus. Il y a évidemment la question de l'atténuation climatique dont on parle maintenant beaucoup. Je pense que vous savez tout ça. Donc, les transports, c'est, vous le voyez en bas, 32% des émissions de CO2 françaises, et c'est ce qui n'a pas baissé. On le verra tout à l'heure. En gros, dans tous les autres domaines, il y a eu des réductions. Les transports, non. Et effectivement, comme le disait Monsieur le Préfet, le problème, c'est qu'en fait, plus on est efficace en termes de transport, et on l'a été de plus en plus on va loin. Et donc, à mesure, tous les gains sont annulés par la distance qui s'accroît. Le deuxième sujet, c'est la crise de l'adaptation. Vous avez commencé sans doute à en entendre parler, les fameux 4%. En 2100, 4%, c'est monstrueux, évidemment. Alors ça paraît, on pourrait se dire 4%, pardon, 4 degrés. On pourrait se dire que 4 degrés, c'est tout à fait marginal, en se référant à ce qu'on vit entre l'été et l'hiver, mais en fait, ça l'est pas du tout à l'échelle moyenne. Et effectivement, pour ceux qui connaissent, je ne sais pas, à Marseille, pour y être allé, la grotte Cosquer, et que j'invite d'ailleurs les uns et les autres à aller voir, vous verrez dans la grotte Cosquer qu'il y a des pingouins, et que l'eau, à l'époque de la grotte Cosquer, était à une centaine de mètres plus bas qu'aujourd'hui, eh bien, il y avait 4 degrés aussi d'écart. Donc ça vous donne une petite idée du changement de monde dans lequel on était à cette époque-là. Et donc 4 degrés, c'est un autre monde. Un autre monde. Et ça, on a du mal à s'imaginer, mais c'est ça la réalité. Et donc, cette question d'adaptation, elle est centrale. On va de plus en plus en parler parce qu'à mesure que la crise va être là, eh ben, on va s'adapter. Et il y aura un débat qu'on commence aujourd'hui à ouvrir qui va être celui de la bonne et de la mauvaise adaptation. Parce qu'il y a évidemment de la bonne et de la mauvaise. C'est-à-dire que quand on met des climatiseurs, c'est pas de la bonne adaptation. Quand on pompe dans les nappes phréatiques, c'est pas de la bonne adaptation. Et quand on met des digues tout le long des côtes françaises, c'est pas de la bonne adaptation parce qu'il n'y a plus du tout, à partir de là, de biodiversité en mer. Donc tout ça pour dire que l'adaptation, ça va être un sujet central, mais un sujet dont on n'a pas encore, je pense, fait le tour d'un point de vue politique et notamment des politiques publiques. Le troisième sujet, c'est celui des ressources. Là, ce qui est sur la diapositive est cité, c'est la question du lithium pour les batteries, mais il n'y a pas que ça, il y a l'eau, évidemment, il y a le sol, vous avez certainement beaucoup entendu parler de ZAN, et vous êtes aux premières lignes pour ça, donc du zéro artificialisation nette, le sol, ça met entre 100 et 1000 ans à se construire, donc quand on élimine 1 mètre carré, 1 kilomètre carré de sol, ben on se dit qu'on élimine un bien qui a mis entre 100 et 1000 ans à se construire et qu'on ne sera pas capable de le reconstruire après. Et ensuite, ça pose évidemment des problèmes d'imperméabilisation. La biodiversité, je pense que vous en avez suffisamment entendu parler, l'effondrement de l'ensemble des espèces animales et enfin le dernier point, la santé, évidemment, avec notamment la pollution de l'air, mais pas que, tous les composés chimiques qui ont été, je dirais, délivrés dans notre environnement.
Tout ça, évidemment, c'est un tableau plutôt inquiétant. Et finalement, qu'est-ce que l'État, à travers le SGPE, mais ce n'est pas que lui, évidemment, mais je dirais votre action au quotidien aussi, essaye de faire, c'est de trouver un chemin de passage pour parvenir à ce que tout ça ne conduise pas à un chaos total et qu'effectivement on trouve une voie de passage qui permette de continuer de vivre et de se développer avec toutes ces difficultés, mais sans les nier avec réalisme. Alors, diapositive suivante. Sur le CO2, je vais me concentrer là-dessus, c'est plus simple. Vous voyez à gauche que en 1990, nous avions 544 millions de tonnes émises en France. Nous en avons aujourd'hui 400, donc on a fait 130 et quelques millions de tonnes d'économies en 30 ans. Eh bien, on doit faire le même chemin dans les 10 ans qui viennent. Et quand je dis 10 ans, c'est même pas tout à fait 10 ans, dans les 7 ans qui viennent. Donc on est censé faire le même effort que ce qu'on a fait en 30 ans, en 7 ans. Donc ça vous donne une idée, évidemment, de l'effort qu'on doit réussir à faire. Alors on pourrait se dire, pourquoi est-ce qu'on va le faire? Est-ce que c'est bien utile? Est-ce qu'on... Bon, on peut se poser plein de questions de ce genre-là, évidemment, et j'y répondrai si vous les posez, certainement, vous les posez, c'est plutôt naturel. Mais en tout cas, une certitude, c'est qu'au-delà de la question climatique dont je viens d'insister sur les impacts en termes d'adaptation, il y a de toute façon la question de l'autonomie, je dirais, géopolitique de la France et de l'Europe. On l'a bien vu, je pense, avec la crise ukrainienne. On a tout intérêt de se retirer d'un monde, d'une dépendance aux énergies fossiles dans un monde qui va devenir totalement dingue, je dirais, du point de vue, ou erratique, du point de vue des comportements économiques liés aux matières fossiles. Et ça, je pense que tout le monde a commencé à le comprendre, les Chinois, même les Américains, et que tout le monde essaie de se retirer de cette dépendance aux fossiles parce que ça va mal finir pour ceux qui en sont dépendants dès lors qu'il y en a beaucoup de toute façon, et fort heureusement, puisque ce n'est pas très bon pour la planète, pour nous surtout d'ailleurs. Alors, diapositive suivante, vous l'avez vu, vous l'avez vu là-dessus, on doit passer pour les transports de 124 millions de tonnes à peu près 130 millions de tonnes à peu près 90 millions de tonnes. Alors les 130 millions de tonnes d'émissions dans les transports, vous le voyez à gauche, voilà comment elles sont réparties. 66 millions de tonnes pour les véhicules particuliers, 18 millions de tonnes pour les véhicules utilitaires légers, 31 millions de tonnes pour les poids lourds, et puis le reste, essentiellement les transports maritimes et aériens, l'avion, et puis les bus et les cars. Donc là-dessus, vous voyez assez clairement que les transports sont, c'est ce que je disais tout à l'heure, l'essentiel des émissions aujourd'hui, au-delà du fait que ça n'a pas réduit. Alors, diapositive suivante. L'effort donc que nous avons à faire, il est, vous le voyez sur le graphique de gauche, de passer à peu près de 135 ou 130-135 millions de tonnes en 2019. Alors pourquoi 2019? C'est parce qu'évidemment, après Covid, il y a eu tout un ensemble de fluctuations qui ne sont pas pertinentes comme référence. Même si 2021 et 2022 sont redevenus, enfin on n'est pas très loin de ce que c'était en 2019, mais donc on a dans ces tableaux effectivement l'année 2019 comme référence, mais on doit passer effectivement en 2030 dans la logique de FF55, c'est-à-dire Fit for 55, qui est le programme européen dont vous avez certainement déjà entendu parler. On doit réduire de 44 millions de tonnes nos émissions, mais le problème c'est que comme on va continuer de dépenser plus de toute façon, parce que le fil de l'eau en termes de déplacement ne va pas s'arrêter du jour au lendemain, et notamment pour les personnes, mais aussi pour les marchandises, et je vais y revenir, et notre effort, en fait, doit être plus important. Il doit être de 59. Et alors, la question, c'est comment on parvient à faire cette réduction de 59 millions de tonnes. Et c'est donc là-dessus qu'on travaille depuis des mois, et j'insiste là-dessus, de façon méthodique. C'est-à-dire qu'on a identifié comme vous le voyez, mais je ne vais pas le détailler, et là aussi, si vous avez des questions, j'y reviendrai, mais différentes catégories, je dirais, d'actions pour y parvenir. Et la nouveauté, c'est qu'on les chiffre, et qu'à chaque fois qu'on dit on va le faire comme ci, comme ça, on nous demande de prouver, en gros,
qu'on va le faire et comment et quels moyens et quel financement et quel calcul qui nous démontre que ce qu'on affirme de façon un peu péremptoire, et on l'aurait fait comme ça, je dirais, classiquement, sans trop qu'on vienne nous chercher et nous pousser à la preuve. Ben là maintenant, la nouveauté, c'est qu'on est obligé de prouver que c'est crédible et qu'on a bien les moyens pour le faire. Et ça, c'est une méthode qui me semble être particulièrement bonne et particulièrement réaliste, je dirais, face aux défis qui nous font face. Et que, effectivement, c'est très nouveau en réalité pour être depuis longtemps dans ces politiques. Et j'espère que nous saurons aller jusqu'au bout de cette logique et effectivement, comme le disait le rapport Pisani-Ferry, sans doute déployer des moyens qui permettent effectivement de réussir à gérer ces crises, parce que ne pas les gérer, vous le savez aussi, ça nous coûtera encore plus cher en termes de difficultés économiques ou difficultés économiques, les deux étant d'ailleurs liés. Alors, le premier point, sobriété. Évidemment, là, c'est comment on parvient à réduire la demande de transport. Il y a derrière tout ça des enjeux d'aménagement, mais c'est du long terme. On ne peut pas intervenir là-dessus très rapidement. En matière de passagers, je dirais qu'une bonne partie, c'est de désinciter à ce qui génère des déplacements moyennement utiles. Ça a déjà commencé assez largement sur les déplacements professionnels. Et cette réunion que nous avons à l'instant même en est la preuve. Avant, vous seriez tous déplacés probablement de venir à l'IHEMI. Maintenant, vous le faites en visio. Le coût carbone, l'abattement carbone, comme on dit, de cette décision est tout à fait majeur. De la même façon, le télétravail, ça a été prouvé par des études, a un effet très positif sur les émissions de carbone. De la même façon, les politiques de gestion, je dirais, plus de circuits courts, en tout cas, il y a des politiques liées aux marchandises aussi qui permettent de réduire les émissions de marchandises. Par exemple, une mesure sur laquelle on est en train de travailler, qui est le fait de ne plus permettre les transports gratuits dans les livraisons à domicile, par exemple. Bon, donc, des mesures de sobriété. Des mesures de report modal, c'est plus classique, donc c'est de faire du report modal pour la voiture, tout ce qui n'est pas, pour les déplacements personnels, tout ce qui n'est pas monovoiturage, comme on dit, c'est-à-dire que tout ce qui fait qu'on n'est pas tout seul dans sa voiture, et pour les marchandises, tout ce qui est massifié, donc vers le fret, vers le fluvial, et ou vers le maritime quand ça s'y prête. Ensuite, l'optimisation logistique, et je dirais pas que logistique, d'ailleurs pour les passagers aussi, c'est qu'en gros comment on remplit de plus en plus les mobiles, et que cette optimisation logistique, c'est effectivement de faire en sorte que les camions soient plus pleins, et d'ailleurs c'est l'essentiel du travail des logisticiens, et je dirais que globalement ils le font bien, mais il peut y avoir des désajustements pour un certain nombre de raisons sur certains segments. Et pour les passagers, vous l'avez compris, c'est le problème des gens seuls dans leur voiture, et qu'aujourd'hui, en moyenne, il y a 1,30 personnes dans une voiture à un instant donné. L'objectif, c'est de tendre vers 1,50, 1,60. Alors, on ne va pas découper les gens, mais l'idée, évidemment, c'est toutes ces mesures qui vont inciter, qu'il s'agisse des voies qui donnent des priorités aux gens qui sont des voies réservées à plusieurs dans une voiture, ou des actions effectivement de covoiturage. La mesure suivante, c'est l'électrification. Vous le voyez, c'est la mesure majeure. Vous avez certainement entendu tous les débats autour du financement. Il y a déjà depuis des années d'ailleurs des financements pour accélérer l'électrification. Je dirais que ça accélère pour le coup véritablement beaucoup. Le nombre de voitures vendues électriques est maintenant tout à fait conséquent. On doit être autour d'une quinzaine de pourcents des voitures vendues en électrique, ce qui est tout à fait majeur. Et l'idée, c'est en 2030 d'être au moins à 50% de voitures électriques vendues. Ça ne règle pas le problème du stock, évidemment. Et puis, il y a tout un débat, vous l'avez compris, mais on pourra y revenir, d'une part sur le poids des voitures, et évidemment, parce que ce n'est pas tout de les passer en électrique, mais encore faut-il qu'il y ait de l'électricité, qu'il y ait des batteries,
Et donc, évidemment, on a plutôt intérêt à ce qu'elles soient légères, nos voitures. Malheureusement, ce n'est pas ce qu'on produit en Europe. Et donc, là, on a un petit problème de raboutage, je dirais, de ce qu'est la réalité de notre économie industrielle et de ce qu'est notre volonté de transition écologique. Donc là-dessus, vous avez sans doute entendu parler de ça aussi, on travaille sur comment pourrait-on corriger ça, notamment en appréhendant les aides aux voitures électriques par le biais de l'empreinte carbone à la construction des voitures, qui quelque part donnera un avantage aux voitures construites en Europe et en France, dès lors que nos voitures françaises, notamment produites avec de l'énergie plutôt moins carbonée que la moyenne, en fait, permet, en fait, si on prend le coût de la construction, de donner un avantage à nos voitures. Parce qu'on a évidemment, et j'y reviendrai tout à l'heure, tout à fait envie et intérêt à ce que notre économie et notre industrie ne s'effondrent pas. C'est sans doute un sous-jacent de ce que je suis en train de dire, mais là, lisez là aussi le rapport Pisani-Ferry, si vous en doutez. On ne pourra pas faire de transition écologique avec une économie qui s'écroule. C'est pas possible. On a un tel besoin de réinvestissement dans notre capital économique que si on ne parvient pas à le faire, ça s'écroulera dans le désordre. À la limite, moi personnellement, j'adore le vélo, la marche à pied et je ne suis pas très consommateur. Je pourrais imaginer un scénario de décroissance, mais premièrement, je doute que nos compatriotes dans leur ensemble soient, je dirais, en capacité de l'accepter vu leur niveau de vie aujourd'hui. Et deuxièmement, on serait très rapidement de toute façon soumis à des intérêts étrangers et ce n'est pas forcément ce que nous souhaitons. Alors, je continue. L'efficacité de la motorisation, c'est effectivement une mesure également extrêmement importante. Les moteurs, heureusement, et c'est pas nouveau, continuent d'année en année d'être de plus en plus efficaces et de consommer moins. Ils consomment encore moins, d'ailleurs, que là aussi, les véhicules sont légers, j'insiste. Et puis le dernier point, c'est les bioénergies. Il y a beaucoup de débats autour de tout ça, notamment les e-fuels. Vous avez sans doute entendu parler. C'est en gros toutes ces carburants de synthèse qui sont en train de se développer. Alors il y a l'hydrogène évidemment, mais il y a aussi du méthane, du e-méthane. Le e étant en théorie la preuve que c'est écologique. Alors ce qui est certain aujourd'hui, c'est que les biocarburants en consommation, en production, sont quand même pas très vertueux parce qu'il faut pour une énergie donnée beaucoup d'énergie à la source, je dirais, électrique, et on ne l'a pas. Et on ne l'a pas. Donc un jour, le jour où on aura beaucoup d'électricité, évidemment, ce sera intéressant. Ou quand on a, notamment avec les énergies non renouvelables, des marges à certains moments de la journée d'énergie qu'on veut stocker, ça peut être intéressant de produire des e-fuels, mais sinon, c'est quand même pas très intéressant de produire des e-fuels. Et puis, il y a évidemment aussi les carburants, les biocarburants, enfin, c'est de cela dont il est question là, produits par l'agriculture. Et donc, tous ces carburants, tous ces biocarburants et e-fuels, pour l'instant, globalement, l'idée, c'est que ça va être réservé au transport aérien et à certains transports maritimes. Mais en gros, si on peut, dans les transports terrestres, on ne dépendra pas des e-fuels. Alors, je continue. Comment, en termes d'investissement, on va s'en sortir? Vous avez certainement entendu parler du rapport du COI, du Conseil d'orientation des investissements. Il dit que dans les prochaines années, on va mettre à peu près 25, 26, 27 milliards d'euros donc, sur la prochaine période d'investissement. Si vous voulez en savoir plus, lisez le rapport. Ce que je voulais simplement vous montrer à travers cette diapositive, c'est que le contenu est en train d'évoluer assez largement. Mais vous l'avez certainement entendu, c'est beaucoup plus de régénération ferroviaire, beaucoup plus de régénération routière, encore beaucoup d'opérations ferroviaires, mais essentiellement en fait sur les transports du quotidien, mais aussi la poursuite des grandes opérations liées aux réseaux de transport nationaux, les grandes opérations de lignes nouvelles notamment, et Lyon-Turin, Canal Seine-Nord, etc. Mais pas d'accélération de ces grandes opérations, accélération des opérations ferroviaires de transport du quotidien, beaucoup de régénération et de modernisation
du réseau routier et du réseau ferroviaire, et j'y reviendrai. Et donc, au final, beaucoup moins d'opérations routières. Et effectivement, c'est une vraie inflexion, parce qu'on divise par deux dans le CPER qui vient le volume des opérations routières. Et vous avez certainement entendu parler, il y a une volonté d'abandonner à nouveau certains projets. Alors, diapositive suivante. Alors, le problème, c'est que. Il n'y a plus. Alors, allez. Mais pas. Je ne sais pas où. Sur ce machin. Il suffisait de cliquer là. C'était juste une diapositive, mais là aussi pour vous montrer ce que sont, dans les projets d'investissement, il y a un sujet dont on parle beaucoup qui sont les SERM, les services express régionaux et métropolitains, qui se sont appelés aussi des RER métropolitains. Le nom de SERM est le nouveau nom qui est dans une proposition de loi qui a été en débat à l'Assemblée nationale déposée par M. Zulesi, vous pouvez référer. Mais en gros, ça c'est la carte des endroits où on travaille là-dessus. Il faut retenir sur les SERM en question, c'est que c'est d'abord, c'est le constat qu'aujourd'hui, finalement, dans les cœurs de ville, les transports collectifs se sont quand même améliorés depuis, je dirais, une quarantaine d'années, que les efforts et les moyens ont été mis pour le faire. Le vrai sujet, c'est l'accès à ces métropoles ou grandes agglomérations. Et effectivement, c'est là qu'on a les déplacements les plus longs, et c'est là qu'on a les personnes qui sont dans la plus grande dépendance, précarité, dépendance à la voiture, et précarité quand le coût des carburants augmente. Et donc, cette idée des SERM est apparue de façon assez évidente. Enfin, elle existe d'ailleurs depuis au moins 10 ou 15 ans, mais je dirais que là, depuis quelques années, c'est réellement devenu une priorité, et le président de la République s'est mobilisé, d'ailleurs, vous avez peut-être entendu parler, sur ce sujet. Et donc, le principe d'un SERM, je dirais, la base, c'est d'obliger à ce qu'il y ait, enfin, c'est de réussir plutôt à ce qu'il y ait un partenariat entre régions, métropoles et collectivités adjacentes. Je crois que c'est la base avant de raisonner en infrastructure, combien de milliards ou de centaines de millions il faut mettre dans des infrastructures nouvelles. Le vrai sujet, c'est comment on réussit sur un espace donné à intégrer toutes ces collectivités, et c'est ça qui fera le succès d'un SERM. Et que l'intégration, elle est d'abord en termes de services de billettique, d'information, de tarifs, de rabattement, d'horaires, et c'est ça, effectivement, qui fera d'abord son succès. Ensuite, évidemment, il y a une question de quantité d'offres et de cadencement, notamment des services ferroviaires, puisque chacun le sait, quand on n'est pas, en gros, au quart d'heure en pointe et au moins à 20 minutes en dehors des heures de pointe, les gens ne viennent pas vers les services ferroviaires, considérant que ça n'est pas fiable, et on les comprend, d'autant que quelquefois il manque un certain nombre de trains, et donc il est important qu'il y ait une fréquence suffisante. Donc il faut qu'il y ait un effet d'offre. Et donc ça, c'est tout l'enjeu des SERM. Donc la nouveauté dans la PPL qui vient d'être prise là, c'est que la Société du Grand Paris va pouvoir faire de l'ingénierie, enfin de la maîtrise d'ouvrage pour les métropoles et régions, pour les régions en fait d'abord, qui souhaiteraient le faire, et qu'elle pourra aussi faire du portage de dettes, ce qui ne veut pas dire qu'il ne faudra pas payer, évidemment. Le problème des SERM, à mon avis, ne sera pas un problème d'investissement. En réalité, le principal problème auquel on va être confronté, d'investissement dans les infrastructures. Le principal problème va être celui d'investissement dans les matériels, donc que là, les régions devront acheter, et ensuite de déficit d'exploitation et de la façon dont on peut financer ça. Et donc, les vrais enjeux dans les prochaines années, c'est de gérer les trois dimensions, je dirais en même temps, investissement d'infrastructure, investissement de matériel roulant et déficit d'exploitation. Ça repose de toute façon un sujet qui
qu'on n'a pas réussi à traiter en France, qui est celui de qui paye les transports collectifs. En réalité, globalement, les transports collectifs en France sont moins chers qu'ailleurs en Europe. Et je vous renvoie aller à Londres et vous verrez combien ça coûte. 240 livres de mémoire par mois, l'équivalent de la carte Navigo, avec une offre qui est bien moins importante que la carte que l'offre en Île-de-France, en termes de volume. L'offre en Île-de-France, c'est aujourd'hui la deuxième offre au monde. Ça sera à peu près la première quand on aura mis le Grand Paris Express en service. Ça, avant Tokyo, il faut qu'on imagine ça quand même. On a une offre de transport collectif en France qui est vraiment au premier rang, même si de temps en temps ça dysfonctionne. Pas comme ça quand même quand on fait des comparaisons. Et que par contre, on a du mal à admettre qu'il faut payer en fait, plus que dans d'autres pays. Et curieusement, on a une petite tendance à penser que le transport pas cher ou gratuit, c'est la conséquence, finalement, la contrepartie d'un logement cher. Ce qui est parfaitement absurde, parce que autant les transports, c'est du travail, c'est de la production réelle, le prix du logement, c'est de la rente. Et donc, on préfère finalement, dans des raisonnements un peu curieux, payer de la rente que du travail, mais c'est comme ça. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on a un problème d'offre et qu'il faudra bien que quelqu'un paye. En attendant, vous l'avez certainement vu aussi, l'État pousse beaucoup pour faire du vélo. Alors ça peut paraître anecdotique, ça n'est pas du tout. Certains pays, nous on doit avoir 3%, merci, de taux aujourd'hui de pénétration du vélo dans nos déplacements. C'est tout à fait insuffisant. On vise de triplement. D'ici une dizaine d'années, les pays les plus avancés en Europe, les Pays-Bas notamment, sont en train de viser 30 ou 40%, c'est-à-dire 10 fois plus, et que on est tout à fait loin du compte sur le vélo. Le vélo, ça a plein d'intérêts, c'est que c'est bon pour la santé, c'est bon pour la planète, comme on dit, mais c'est aussi pas cher, pas du tout cher, donc c'est très bon pour le porte-monnaie, c'est très bon pour la résilience l'autonomie, parce que finalement, avec un vélo, on peut aller à peu près n'importe où, on n'est pas dépendant d'un train qui arrive ou qui n'arrive pas, et donc ça a beaucoup d'avantages, et donc continuer sur les territoires à pousser le vélo et à ne pas finalement à céder à la tentation de dire que c'est quelque chose de facultatif, de politique, etc. Ça l'est aussi d'ailleurs, mais c'est bien plus sérieux et important que ça. Ça pose évidemment la question du partage de l'espace dans la voirie, des voiries, et la question de la sécurité, parce que malheureusement, à mesure que le vélo progresse, les accidents progressent, et ça, c'est un enjeu que vous connaissez, et que la DSR suit, Florence Guillaume à la DSR suit avec une grande attention, et c'est logique. Ensuite, alors, diapo suivante, vous parlez un instant de marchandises, juste pour ouvrir le sujet, vous dire qu'en fait, derrière la question de l'augmentation, je vous le disais tout à l'heure, des transports de marchandises, des besoins de transport de marchandises dans les prochaines années, il y a un vrai sous-jacent qui est combien on va se réindustrialiser et comment on va se réindustrialiser. Le transport de marchandises est très lié à la réindustrialisation. Si en France, le transport de fret ferroviaire s'est écroulé depuis 30 ou 40 ans, c'est pas seulement parce que Fret SNCF ne sont pas bons, enfin cette idée qu'on a nous-mêmes quelquefois un peu portée, elle est un peu simpliste. En réalité, c'est parce que leur marché s'est effondré. L'industrie s'est effondrée, elle est partie ailleurs, et à mesure, le ferroviaire s'est effondré. Ça pose évidemment la question de « et qu'est-ce qui va se passer ?» Donc, on est nombreux à penser que la France va se réindustrialiser. C'est une bonne nouvelle, ça pose plein d'autres problèmes de foncier, de compétences. Enfin, bon, ça, vous le vivez au quotidien, mais ça pose aussi un problème de transport. Et dans les calculs que nous faisons sur les trajectoires écologiques, évidemment, de combien on se garde de marge pour se redévelopper sur les marchandises. Moi, je pousse beaucoup pour qu'on s'en garde pas mal et qu'on ne mésestime pas le besoin d'augmentation de transport de marchandises, mais ça pose aussi la question de comment on s'organise, on planifie notre travail pour que on évite d'avoir de la réindustrialisation mitée. Ce serait le pire, évidemment. Donc on commence la réindustrialisation par les ports, vous l'avez certainement vu, les plus grandes annonces qui sont faites de réinstallation d'industrie sur les gigafactories de batteries, c'est à Dunkerque par exemple, il y a également des annonces au Havre, à Marseille.
ou à Nantes. Et donc, on commence par les ports parce que c'est compact, c'est concentré, ça fait de l'économie circulaire, mais il y en aura ailleurs. Nous, on pousse pour que ce soit essentiellement sur les axes fluviaux, sur les axes massifiés ferroviaires, mais donc on évite d'avoir un mitage complet et qu'on travaille beaucoup sur les friches industrielles ou les friches tout court d'ailleurs, pour réutiliser cet espace pour peu qu'il soit bien placé le long de ces axes. Et ça, il y a un vrai travail local à faire pour aller chercher du foncier économique, et d'ailleurs qui est fait localement, et parvenir effectivement à le mobiliser. L'étude de demande qu'on est en train de réaliser, dont vous voyez quelques images ici, en fait, quand on parle de logistique, je crois qu'il faut que vous ayez en tête qu'il n'y a pas une logistique. En fait, nous, on a tendance à la découper en 5 paquets. Il y a la logistique industrielle, je viens de le dire, elle est très déterminante. Il y a la logistique liée au BTP, parce que c'est un autre circuit. Il y a la logistique agricole, c'est encore autre chose, avec toute la dimension circuit court, etc. La logistique d'approvisionnement, on en parle beaucoup, les Amazones, etc., mais pas que, c'est aussi ce qui fait que ça arrive dans tous les magasins. Et puis enfin, la logistique de transit, de grand transit, quand on va d'Espagne à l'Allemagne, etc. Tout ça n'a rien à voir. Et donc, quand on parle de logistique en général, ça n'a pas grand sens. Et encore, là, je simplifie quand je dis ces 5 logistiques. Mais retenez que, en tout cas, la nouveauté, c'est que l'État se réintéresse, je dirais, à la logistique et qui considère de plus en plus la logistique comme une politique publique majeure et montante. Tant mieux, parce que finalement, depuis 30 ou 40 ans, l'État s'y était peu intéressé. Ensuite, un dernier, non, peut-être pas, quasiment, oui. Une diapo pour vous parler de 3DS, vous connaissez certainement ça, mais en parallèle, l'État est en train de transférer un certain nombre de routes nationales, vous le savez certainement, donc 1100 km au final vont être transférés, moins que prévu, sur 10 000 à peu près de routes que nous avions, et 1650 mises à disposition des régions. Donc il y a 3 régions, c'est l'axe du bas, c'est Occitanie, Aura et Grand Est, on va dire, donc la bande traversante là, qui vont expérimenter la mise à disposition des régions. Bon, c'est pas, je dirais, fondamental dans notre, dans le devenir de ce que nous faisons, enfin lié à ce que je vous disais avant de transition d'économie, c'est pas fondamental. Par contre, pour nous, c'est une grosse charge de travail, c'est très compliqué, ça nous occupe beaucoup. Pas complètement sûr que c'était complètement nécessaire de s'occuper de ça, en plus du reste. Mais bon, c'est comme ça. En tout cas, on s'en occupe. De dire aussi que ça pose la question du devenir de tout ce réseau dans la durée. Que va-t-on faire des 7-8 000 kilomètres qui vont nous rester? Comment on gère tout ça dans la durée? On a des masses critiques qui sont plus suffisantes. Et puis, ça pose la question, mais pas sûr d'avoir le temps d'y revenir, de la fin des routes concédées, des autoroutes concédées. Et là, il y a un sujet majeur avec notamment la question du péage. Pour nous, il faut une des batailles autour de 2027, ce sera le maintien des péages pour financer la transition écologique. Et évidemment, rien ne serait pire que de faire ce qu'ont fait certains pays, l'Espagne notamment, de mettre péage zéro et d'aggraver notre problème de financement des transports. Diapo suivant. Une photo pour vous montrer. Pour parler un instant, et c'était mon 3e point, mais je vais seulement l'effleurer, qui est celui de l'acceptabilité sociale de toutes ces politiques de transition. Évidemment, on l'a compris avec les bonnets rouges, gilets jaunes, qu'il y avait un petit sujet d'acceptabilité. On n'est pas très bon, très honnêtement, collectivement, dans la modélisation de cette acceptabilité avant de prendre des décisions. Je suis très surpris. Je dirais qu'on n'a même pas de méthode. D'ailleurs, on fait plein de calculs socio-économiques, etc. Mais je dirais qu'on n'a pas vraiment de modèle de calcul, je dirais, d'acceptabilité sociale de ce qu'on décide. Et on serait bien parti d'inventer un peu, d'approfondir tout ça. La photo que vous voyez à droite, enfin l'image que vous voyez à droite, c'est finalement ce qu'étaient les territoires mités sur lesquels il n'y avait pas d'autorité de mobilité jusqu'à présent. Et donc, il y avait effectivement en jaune, en jaune, pas qu'en jaune. En vert, ce sont tous les territoires sur lesquels les communautés de communes ont pris la compétence de mobilité. En jaune, ce sont des territoires sur lesquels personne localement n'a pris la compétence, et donc ce sont les régions par défaut
qui ont pris cette compétence. Parce que dans la LOM, il y avait le principe qu'il n'y ait plus de zones blanches. Et donc, par défaut, ces territoires sont passés à la région. Donc, si vous faites la somme de jaune et de vert, vous avez quand même, en gros, en partie, alors pas tout à fait, mais ce qu'étaient les zones blanches en France, donc qui sont évidemment très importantes. Il faut évidemment, notamment dans les zones en jaune, qu'on veille à ce qu'il y ait une offre. Parce que s'il n'y a pas d'offre, évidemment, il n'y a pas de possibilité de mobilité alternative. Dernière diapo, vraiment la dernière. Voilà, c'est pour vous montrer aussi ce qu'est la mise en œuvre des comités des partenaires locaux qui sont prévus par la LOM. Donc, dans la loi d'orientation des mobilités, il est prévu que dans les bassins de mobilité, il y ait des comités de partenaires qui réunissent tous les acteurs, depuis les usagers jusqu'aux filières économiques, jusqu'aux ONG et les collectivités, évidemment, pour finalement débattre et améliorer les conditions de transport. Donc vous voyez que les territoires dans lesquels ces dispositifs ont été mis en œuvre sont assez hétérogènes. En vert, c'est ceux où il y a eu une mise en œuvre. Donc en Île-de-France, je dirais que tout va très bien, c'est assez logique. On ne peut pas imaginer qu'il n'y ait pas de coordination des transports en Île-de-France, c'est trop fondamental dans le quotidien des habitants. Vous voyez qu'en Bretagne, c'est pas mal. Vous voyez qu'en Nora et en PACA, il y a des prémices. Par contre, vous voyez qu'ailleurs, la coordination des autorités de transport est quand même encore balbutiante et que ça, on est encore au début. Alors c'est très long. Moi, je crois qu'il faut qu'on continue de persévérer et votre rôle sur le terrain de service déconcentré, il est extrêmement important. Pousser finalement les deux piliers que sont les régions chefs de file de la mobilité et les collectivités de proximité, qu'il s'agisse de métropoles ou de communautés de communes, qui sont effectivement en charge de la mobilité de proximité, que ces deux piliers, région et AOM de proximité, coopèrent vraiment pour donner à nos concitoyens, nous-mêmes, un service de qualité. Et voilà, je m'arrête là. Merci beaucoup de cette présentation vraiment très, très complète, à la fois avec une mise en perspective et puis ensuite des focus sur différentes politiques gouvernementales. Et puis, j'ai trouvé que c'était aussi une présentation à la fois ambitieuse et qui tenait des comptes des réalités, de nos réalités, de nos modes de vie. Et donc, je trouve que c'était particulièrement adapté. Voilà, donc vraiment, merci beaucoup, c'était brillant.